Dans cette vidéo, nous allons étudier une méthode d'optimisation. L'optimisation est un problème que l'on rencontre extrêmement fréquemment en science. Il s'agit de minimiser, par exemple, un coût, ou de maximiser, par exemple, un bénéfice ou un rendement, en trouvant le maximum ou le minimum d'une fonction, alors d'une variable, de plusieurs variables, il y a différentes méthodes, et il existe un grand nombre de méthodes justement mathématiques pour résoudre ce genre de problème. Alors, étude de fonctions, que vous connaissez bien, étude de fonctions de plusieurs variables, avec l'étude de la hessienne, par exemple. Il y a des méthodes numériques, comme la méthode du gradient. Il y a des méthodes géométriques qui utilisent des symétries, par exemple, comme on utilise en optique. Et puis, il y a des méthodes que nous allons voir, assez géométriques, mais qui se généralisent à d'autres cas, la méthode du projeté orthogonal. Mais le projeté orthogonal, ça ne permet que de minimiser une distance dans le plan ou l'espace. Pas du tout. Cela se généralise à de très nombreux cas. Un cas simple, par exemple, l'utilisation, est de trouver pour un nuage de points donné, la droite qui approxime le mieux ce nuage de points. C'est ce qu'on appelle de la régression linéaire à l'aide des moindres carrés. Eh bien, pour trouver les coefficients de cette droite de régression linéaire, une des méthodes, sans doute la méthode la plus simple, c'est d'effectuer de la projection orthogonale dans un espace de dimension, le nombre de points. Waouh, ça voudrait dire qu'ici, il faudrait se mettre dans un espace de dimension 13. Mais comment peut-on alors définir le projeté orthogonal? Le plus simple, c'est de projeter sur un sous-espace vectoriel, une droite vectorielle, un plan vectoriel ou un hyperplan vectoriel, enfin un sous-espace vectoriel. Et à ce moment-là, il faut imaginer ce qu'on fait dans le plan, et essayer d'élargir cette idée-là à un sous-espace vectoriel quelconque. Mais attention, on peut aussi effectuer des projections orthogonales sur des sous-ensembles qui ne sont pas des sous-espaces vectoriels, mais qui sont convexes. Et on aurait quelque chose comme ceci. Alors, nous, on va s'intéresser au cas de la projection de M sur un sous-espace vectoriel, et on va essayer de bien analyser ce qui se passe si on projette sur une droite déjà. Alors on voit que H appartient à S, l'espace sur lequel on projette, et que MH doit être orthogonal à S. Donc le vecteur MH doit appartenir à S orthogonal. Mais est-ce qu'on est sûr que MH est bien le minimum atteint? C'est-à-dire, est-ce que effectivement, si on prend un point N sur S, est-on sûr que la distance Mn est plus grande que la distance MH? Et oui, la longueur MH est inférieure à la longueur Mn, c'est même un des théorèmes les plus importants du collège, que tu connais sûrement. Et les deux propriétés que tu as données là, eh bien c'est parfait, c'est ce que l'on va prendre comme définition du projeté orthogonal sur S. H est le projeté orthogonal de M sur S, c'est une définition si H appartient à S et si MH appartient à l'orthogonale de S. Évidemment, c'est le théorème de Pythagore. Mn au carré est égal à MH au carré plus Hn au carré. Car l'angle qui est ici est un angle droit. Et donc, cette quantité-là, elle est minimale, MH ne bouge pas, c'est minimal lorsque Hn au carré est nul, et donc lorsque le point H est confondu avec le point N. Tu dis qu'on peut prendre ça comme définition du projeté orthogonal, mais est-on sûr qu'il existe un unique point H qui vérifie ça lorsqu'on n'est pas dans le plan? Très bonne interrogation. Soit E un espace euclidien, S un sous-espace vectoriel de E, M un élément de E. Eh bien, posons-nous la question, existe-t-il un unique point qui appartient au sous-espace vectoriel tel que le vecteur MH appartient à l'orthogonale de ce sous-espace vectoriel? Alors, on va commencer par considérer une base de S, une base orthonormale de S. Cette base orthonormale de S, on peut la compléter en une base de E, et puis à l'aide du procédé de Schmitt, on peut s'arranger pour que le complété soit une base orthonormale de E maintenant.
Mais quel est l'intérêt de considérer des bases? Mais voyons, utiliser des bases, c'est tout naturel. Nous allons écrire le vecteur OM dans cette base orthonormale, et ensuite, il sera relativement facile d'écrire les coordonnées du point H et de MH dans cette base. D'ailleurs, à toi de travailler. Eh bien, allons-y, un petit peu de calcul. Le vecteur OM est un vecteur de l'espace E, et donc on peut l'écrire dans la base E1, EN, qui est une base orthonormale de cet espace. Maintenant, on voit que le début de l'écriture est un élément qui appartient à S, puisque E1, E2 jusqu'à EK, ici, est une base orthonormale de S. Ça pourrait être un bon candidat pour H. Peut-être que on pourrait prendre OH comme ceci. À ce moment-là, cette quantité-là, ce serait égal à OM moins OH, ce serait exactement le vecteur HM. Appartient-il à S orthogonal? Je reprends doucement ton idée. Tu veux définir le point H par OH égale x1, E1 jusqu'à xk, EK, c'est-à-dire les premières coordonnées dans la base E1, EN. Et ça, tu as raison, c'est bien un élément de S, puisque E1, EK est une base de S. Maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est est-ce qu'on est sûr que MH appartient à S orthogonal. Alors, MH, tu as raison, c'est OH moins OM. C'est-à-dire, ça, OH, c'est cette partie-là, moins OM, c'est l'ensemble, il reste donc moins XK plus 1, EK plus 1, etc., jusqu'à... Alors, est-ce que cette chose-là appartient bien à S orthogonal? Bien oui, parce que ici la base elle est orthonormale, et les EK plus 1 EN, ils sont dans l'orthogonale de S. Pourquoi? Si on prend U, un élément de S, U, il va s'écrire U1 plus U de E2 plus UK EK. Si on prend le produit scalaire de U avec MH, ça nous donne le produit scalaire de la somme des UIEI pour I plus petit que K avec le vecteur de la somme des XJEJ avec J plus grand ou égal à K plus 1. Et donc, si on développe par rapport à I et J, on se ramène à une somme un peu compliquée du vecteur EI avec le vecteur EJ, où I est plus petit que K et J est plus grand que K. Et donc, J est strictement plus grand que K, et donc I est différent de J, et donc ce produit scalaire-là, il est égal à 0. Et donc finalement, la somme, elle est égale à 0, et donc le vecteur MH est orthogonal à U pour n'importe quel U élément de S. MH est bien orthogonal à S. Et donc finalement, on a exactement que H appartient à S et que MH est orthogonal à S. Mais on n'a pas montré l'unicité. Est-on sûr qu'il existe un unique H qui vérifie ça? Allez, c'est pas bien compliqué. Deux petits calculs, et tu montres que s'il existe deux points H et H' qui appartiennent à S, tels que MH appartient à l'orthogonale de S et MH' aussi appartient à l'orthogonale de S, alors H égale H'. Allez! Voyons. H et H' appartiennent à S. Alors, le vecteur HH', c'est égal à OH' moins OH, ça appartient à S. Mais HH', c'est aussi égal à MH' moins MH. Or, MH', ça appartient à S orthogonal, et MH, ça appartient à S orthogonal. Comme S orthogonal est un sous-espace vectoriel, MH' moins MH, eh bien, appartient à S orthogonal.
Ici, c'est pareil. OH' moins OH appartient à S parce que S est un sous-espace vectoriel. C'est là où on utilise vraiment que S est un sous-espace vectoriel. Et donc, eh bien, HH' appartient à S inter S orthogonal. Et justement, S inter S orthogonal, ça, eh bien, c'est le singleton vecteur nul. Et donc, le vecteur HH' est égal à 0, et donc H est égal à H'.